La mer ne pardonne rien, mais elle donne une allure aux hommes qui la servent. À Saint-Malo, on ne devient pas capitaine par hasard. On le devient à force de silence, de tempêtes traversées sans se plaindre, de nuits où l'on apprend à tenir la barre quand tout vacille. J'ai 70 ans aujourd'hui, et quand j'ouvre mes volets le matin, l'air salé entre encore comme autrefois, avec la même insistance, la même mémoire. Mon mari était un homme de la mer, pas un marin du dimanche, un vrai. Un de ceux dont le livret professionnel maritime est plus qu'un document administratif, c'est une identité, une ligne droite dans une vie rude, un serment tacite passé avec l'océan. Chez nous, ce livret reposait dans un tiroir du buffet, enveloppé dans un linge blanc. Je le sortais parfois devant les enfants, je le posais sur la table comme on poserait une relique. « Regardez, disais-je, voilà qui était votre père. » Il le regardait comme on regarde une preuve qu'il venait de quelque chose de solide. Je n'ai jamais supporté la pitié, encore moins celle des porcs. À Saint-Malo, les femmes de marins savent reconnaître la compassion avant même qu'elle n'arrive. Elle a une odeur, un ton, un silence trop long. Alors j'ai construit autre chose. J'ai bâti une légende. Leur père n'était pas un homme ordinaire. Il était l'homme de la mer, celui qui partait quand d'autres restaient à quai. Celui dont le nom circulait dans les cales, dans les cafés du port, dans les carnets de bord. À la maison, il n'était jamais absent. Il était partout. Dans le cadre photo au-dessus de la cheminée, dans la manière dont je pliais les serviettes, dans les histoires du soir que je racontais aux enfants, toujours les mêmes, légèrement embellies, soigneusement polies. Je disais, votre père savait lire le ciel. Votre père n'avait peur de rien. Votre père reviendrait fier de vous, même après, surtout après. Les enfants ont grandi sous cette ombre lumineuse. Je l'ai voulu immense, presque écrasante. Parce qu'un père héroïque vaut mieux qu'un père absent, parce qu'un mythe protège mieux qu'une vérité bancale. Je portais le deuil comme une armure, toujours droite, toujours digne, jamais en larmes devant eux. Les gens disaient que j'étais forte, ils se trompaient. J'étais organisée, chaque objet de la maison avait sa place. Chaque souvenir était classé, chaque question recevait une réponse nette, sans bavure. La mer, elle, continuait de gronder. Parfois, la nuit, quand le vent cognait contre les volets, je restais immobile dans le noir. Je comptais les secondes entre les rafales, comme autrefois quand j'attendais son retour. Je me disais que la mer finit toujours par rendre ce qu'elle prend, un corps, un débris, un signe, mais elle ne rendait rien. Alors j'ai compris une chose très tôt. Dans la vie, certaines absences doivent être nettoyées, rendues présentables, presque élégantes. J'ai fait de la sienne un monument. À Noël, je dressais la table comme s'il allait rentrer. À chaque anniversaire, je rappelais aux enfants qu'il portait son sang, et donc une responsabilité. Il ne devait pas décevoir un héros, moi non plus. À Saint-Malo, on dit que la mer forge les caractères. C'est faux. Elle forge les silences. Et ce silence-là, je l'ai entretenu avec une précision presque religieuse, sans savoir encore que tout ce que l'on enferme sous la surface, un jour, vient s'échouer. La nuit de Noël 2005 a commencé comme une promesse et s'est terminée comme un verdict. On avait décoré la maison sans excès, parce qu'à Saint-Malo, la fête n'efface jamais complètement la prudence. Les guirlandes au rebord des fenêtres tremblaient déjà sous un vent qui montait. Au port, les bateaux grinçaient contre leurs amarres comme des bêtes qui sentent l'orage avant nous. Il est parti en fin d'après-midi, avec cette façon qu'il avait de ne jamais faire de scène. Une écharpe jetée sur l'épaule, le col relevé, le livret professionnel maritime glissé dans la poche intérieure de sa veste, comme si la mer, même cette nuit-là, avait besoin de son identité officielle. « Je reviens demain », a-t-il dit. Je l'ai regardé s'éloigner sans le retenir. Je n'étais pas une femme qui retient, j'étais une femme qui attend. Vers 22 heures, le téléphone a sonné une première fois. Un collègue, une voix crispée, des mots simples. Le temps tourne, c'est méchant ce soir. À minuit, les rafales faisaient vibrer les vitres. Les enfants dormaient, serrés contre leur doudou, inconscients du monde. Moi, je ne dormais pas. Je ne dormais jamais quand il était en mer. À 1 heure du matin, j'ai entendu les premiers véhicules passer dans la rue, trop vite, trop nombreux. Une lumière orange a balayé le plafond, comme un éclair qui ne veut pas mourir. J'ai entrouvert les volets,
et j'ai vu les silhouettes des secours, les parkas fluorescentes jaunes et oranges, les casques, les lampes frontales qui dansaient dans la nuit noire. L'État, quand il intervient, a toujours cette couleur-là, vive, impersonnelle, indiscutable. Je me suis habillée en silence. J'ai pris mon manteau. Mes mains tremblaient, mais mon visage ne bougeait pas. Je suis sortie. Le vent m'a frappé au visage comme une gifle froide. L'air avait ce goût métallique qu'il prend quand la mer se fâche. Au port, on ne criait pas, on ne pleurait pas, on parlait bas, comme si c'était la mer qui écoutait. On m'a conduite vers une petite salle, derrière les hangars, là où l'on boit du café brûlant dans des gobelets trop fins. Un homme a ouvert un dossier. Une feuille a glissé sur la table. Il a prononcé une expression que je n'oublierai jamais, parce qu'elle était parfaitement propre, parfaitement administrative. Procès-verbal de disparition en mer. Ces mots-là avaient l'air de vouloir me protéger, comme une couverture froide. Ils disent tout et ils ne disent rien. On m'a expliqué que le bateau avait perdu son signal. D'abord une coupure brève, puis plus rien. Un silence radio qui s'étire, qui se répète, qui vous avale. Les gars de la SNSM étaient sortis malgré les vagues. Les hélicoptères avaient tourné, cherché, éclairé l'écume, comme si la lumière pouvait faire apparaître un homme. Je regardais la table, je ne regardais pas les visages. Les visages mentent sans vouloir. La table, elle, ne ment pas. Et puis il y a eu ce détail, le détail inutile et pourtant décisif. On a retrouvé une bouée vide. Le mot vide m'a traversé comme une lame. Une bouée vide, c'est pire qu'un corps. Un corps ferme une histoire. Une bouée vide ouvre un gouffre. Ils m'ont demandé si j'avais un signe particulier, une information, une habitude. J'ai répondu comme on répond à une enquête, pas comme on parle de son mari, sa taille, ses vêtements, son tatouage, son dernier appel, sa manière de travailler. Je me suis entendu énumérer des faits et j'ai compris que je venais de changer de statut. Je n'étais plus une femme, j'étais une épouse de disparu. Dehors, le vent hurlait. Dans la salle, les hommes parlaient de périmètre, de dérive, de courant, de zone de recherche. Ils disaient des chiffres comme on récite des prières techniques. Quelqu'un m'a posé la main sur l'avant-bras. « Madame, on fait tout ce qu'on peut. » Je ne me souviens pas de mon merci. Je me souviens seulement de la sensation de ce gant humide sur ma peau et de la pensée brutale qui a surgi sans élégance. Tout ce qu'ils peuvent, ce n'est jamais assez quand c'est votre vie qu'on cherche. Les jours suivants se sont empilés comme des caisses au fond d'un hangar, des appels, des horaires, des allers-retours au port, des listes, des signatures. Le procès-verbal est devenu un dossier. Le dossier a pris une épaisseur. Et moi, je suis devenue une ligne dans un registre. J'ai attendu la mer, le signe, le miracle. Mais la mer, ce Noël-là, n'a pas rendu un homme. Elle a rendu autre chose. Un matin, au petit jour, un sac en plastique accroché à une barrière, une paire de gants oubliés, une odeur de gasoil, et cette impression effroyable que la vie continuait pendant que la mienne se figeait. Je me suis tenue au bord du quai, face à l'horizon, le vent me lacérant les joues, et j'ai senti, pour la première fois, quelque chose de très net. Ce n'était pas la tristesse, c'était une propreté glaciale, comme si la mer avait lavé la Seine, effacé les traces, et laissé derrière elle une absence parfaite, sans prise, sans preuve, sans fin. Et dans ce silence, je l'ai su sans qu'on me le dise encore. Cette nuit-là, il n'y aurait pas de corps. Il n'y aurait qu'un dossier, des signatures et un jour un jugement. Et moi, je devrais apprendre à vivre avec une mort sèche, une mort sans matière, une mort qui ne se tient pas entre les mains. Je n'ai pas pleuré au port, pas ce jour-là, pas devant eux. Les larmes, à Saint-Malo, on les garde pour l'intérieur des maisons, pour les lavabos où l'eau emporte tout sans témoin, pour les oreillers où l'on mord dans le tissu pour ne pas réveiller les enfants. Devant les secours, devant les hommes de mer, devant les voisins, je suis restée droite, d'une raideur presque indécente, comme si ma colonne vertébrale était devenue une pièce de métal. On m'a parlé ensuite de la suite, des démarches, du temps nécessaire, des procédures qui encadrent l'absence quand elle dure et qu'elle ne rend rien. On m'a parlé de tribunal, de délai, d'acte. Le mot décès s'approchait à pas lents, mais je ne le laissais pas entrer. Je signais, je répondais, je me présentais. Et quand on a fini par me remettre des papiers officiels, je les ai rangés dans une chemise beige, bien à plat, dans un tiroir.
La chemise beige est devenue un cercueil de papier. J'ai reçu la pension de réversion, l'allocation, les courriers, les formules polies, tout ce qui en France transforme un drame en dossier gérable. Je les ai acceptés sans gratitude, sans révolte, simplement comme on accepte la pluie. Mais je n'ai pas accepté la pitié. Les premières semaines, elles venaient en vagues. Une baguette laissée sur le pas de la porte, une main qui s'attarde sur votre épaule, une phrase trop douce qui vous coupe la respiration. Ma pauvre. Je répondais d'un hochement de tête et je refermais la porte. Très vite, j'ai compris qu'il fallait me protéger autrement. Alors, j'ai fabriqué quelque chose de solide, quelque chose qui tienne debout, même quand on est crevé. J'ai fabriqué une vengeance, mais une vengeance propre, une vengeance de dignité. Le noir est entré dans ma garde-robe comme une discipline. Pas le noir négligé, pas le noir triste, un noir net, élégant, impeccable. Des tissus qui tombent bien, des chaussures cirées, un manteau long. Je voulais que l'on voie une veuve, oui, mais une veuve qui ne s'écroule pas. Une veuve qu'on ne peut pas consoler à bon marché. La maison, je l'ai tenue comme on tient un pont dans la tempête. Rien ne devait sentir la défaite. J'aérais malgré le vent, je frottais malgré la fatigue. Je chassais l'odeur de marée, l'odeur de sel humide, l'odeur du manque. Chaque objet devait briller, chaque surface devait refléter un ordre. C'était ma façon de dire à l'absence. Tu ne gagneras pas tout. Je travaillais là où je pouvais. Aux ateliers, près des chantiers navals, dans des petits postes qu'on donne d'abord par compassion, puis qu'on garde parce qu'on voit que vous ne lâchez pas. Le bruit du métal me rassurait. Le bruit est une preuve de vie. Les hommes me saluaient avec un respect prudent. Ils savaient que je venais du même monde, celui qui ne se plaint pas. Et les enfants, les enfants, je les aimais, bien sûr. Mais je les élevais comme on forge une lame. Je leur parlais de leur père comme d'un étalon. Je plantais son nom dans leur poitrine, non pas comme un souvenir, mais comme une exigence. Vous êtes ses enfants. Vous n'avez pas le droit d'être petits. Je voyais leurs épaules se raidir très tôt. Je voyais leurs yeux se durcir quand les autres jouaient. Je les poussais à être bons, à être brillants, à être irréprochables. Parce que si le héros tombait, il fallait que quelque chose tienne encore la maison debout. Parfois, la nuit, je me demandais si je ne les écrasais pas. Et puis je regardais le cadre au-dessus de la cheminée, son visage figé dans l'image, et je me répétais la phrase qui me faisait avancer. Un père héroïque vaut mieux qu'un père perdu. C'est comme ça que j'ai porté mon masque. Et c'est comme ça que j'ai survécu. Sans savoir que derrière mon masque, dans un endroit minuscule, silencieux, quelque chose continuait de respirer. Une question jamais posée. Une petite bête tapie sous le plancher de mon cœur. Et qu'un jour, elle gratterait. 20 ans ont passé, mais la mère, elle, n'a pas pris une ride. Elle a gardé la même arrogance, la même façon de vous regarder comme si vous étiez une passante. Moi, j'ai vieilli. Pas comme une femme qui se laisse aller, plutôt comme une falaise. J'ai perdu du doux, j'ai gagné du solide. Mes enfants sont devenus des adultes. Ils ont quitté la maison, chacun à sa manière, chacun avec cette droiture que j'avais exigée et cette distance que je n'avais pas prévue. Ils parlaient de leur père avec fierté. Ils disaient papa comme on dit cap, un repère, une étoile fixe. Et moi, je souriais en hochant la tête parce que c'était mon œuvre, mon mensonge protecteur, mon chef d'œuvre de mère. C'est là que Claire est restée. Claire, c'était l'unique personne devant qui mon masque avait parfois glissé. On s'était connus au marché un matin de décembre, quand mes mains tremblaient encore et que je refusais qu'on le voie. Elle m'avait tendu un sac de pommes sans demander de détails, sans poser de questions indiscrètes. Elle avait cette sobriété des femmes qui ont compris tôt que les grands drames n'aiment pas les bavardages. Au fil des années, elle est devenue mon refuge. Pas une confidente au sens romantique du mot, plutôt une présence stable, un banc face au vent. On se retrouvait souvent en fin d'après-midi quand la lumière devient grise, presque métallique. Chez elle ou chez moi. Un verre de vin blanc, sec, froid, comme un rappel. On parlait des enfants, du prix du poisson, des douleurs de genoux, de la vie. Et parfois, elle regardait vers la fenêtre, vers la ligne sombre de l'horizon, comme si quelque chose là-bas lui faisait mal. Claire avait une chose étrange, une distance avec la mer. À Saint-Malo, c'est presque une hérésie.
Les gens d'ici vivent avec l'océan comme avec un voisin trop puissant. On le respecte, on le craint, mais on ne l'évite pas. Claire, elle, ne s'approchait pas du quai. Elle disait que le vent lui donnait des migraines. Elle plaisantait, mais ses doigts se crispaient dès qu'on entendait les sirènes des secours. Une fois, elle a murmuré, le regard perdu dans son verre. La mer garde mieux les secrets que les hommes, mais pas éternellement. Elle a dit ça comme on lâche une pièce dans une poche sans savoir qu'elle fera du bruit plus tard. Je l'ai regardée. J'ai attendu une suite, elle a souri trop vite et elle a changé de sujet. Claire avait l'art de refermer les portes avant qu'on ait le temps d'y passer. J'ai laissé faire. Moi aussi, je savais fermer. Les semaines suivantes, j'ai remarqué d'autres détails, minuscules. Des absences dans ses phrases, des silences trop bien placés. Quand on évoquait Noël, elle devenait brusquement attentive, comme une personne qui écoute un bruit derrière un mur. Quand je racontais une anecdote sur mon mari, elle ne riait jamais aux mêmes endroits que les autres. Je me disais que c'était le temps, la fatigue, les vieilles amitiés qui s'usent. Et puis un matin de mars, le téléphone a sonné. Une voix que je connaissais à peine, un voisin, je crois, qui m'a parlé doucement comme si j'étais en verre. « Madame, c'est Claire. Elle a fait un AVC cette nuit. Ils n'ont rien pu faire. » Le monde s'est rétréci à une seule phrase. Je suis restée debout au milieu de ma cuisine, le combiné à la main. La bouilloire sifflait. La nappe était encore pliée sur la chaise. Tout était normal, sauf l'air, qui avait soudain un goût d'hôpital. Aux obsèques, le ciel était bas. Les gens disaient « quelle triste fin !» et elle était si discrète. Ils parlaient de Claire comme on parle d'une femme simple. Moi, je la regardais dans le cercueil fermé et j'avais l'impression qu'on enterrait quelque chose de plus grand. Après la cérémonie, on m'a remis une enveloppe. Un testament, quelques lignes, rien de spectaculaire. Elle avait écrit que je devais vider son appartement, comme si c'était le mien. Elle avait ajouté une phrase, une seule, presque tendre. « Je te fais confiance. » Je suis rentrée chez moi avec cette enveloppe dans mon sac, lourde comme une pierre. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu peur. Pas de la mort, de ce que Claire avait choisi de me laisser. Je suis allée chez Claire 2 jours plus tard, un matin où la pluie semblait venir de côté, poussée par un vent impatient. Dans le quartier, les volets restaient clos, comme si tout le monde respectait son silence. On m'avait donné un trousseau de clés dans une enveloppe, avec son prénom écrit de cette écriture fine qui tremble à peine. La porte a résisté un instant, puis elle a cédé. Une odeur de vieux linge et de cire froide m'a accueillie. Ce n'était pas l'odeur de Claire, pas vraiment. Plutôt l'odeur d'une vie rangée trop longtemps, d'un appartement où l'on ne fait pas de place aux surprises. J'ai posé mon sac sur la table du salon, j'ai retiré mon manteau, j'ai respiré comme si je m'autorisais enfin à entrer dans l'intimité d'une autre femme. Tout était propre, trop propre. Les cadres droits, les coussins alignés, les tasses soigneusement suspendues. Claire avait toujours eu cette rigueur, comme si la moindre poussière pouvait attirer une question. Je me suis mise à trier sans émotion, par réflexe. Les papiers d'abord, les factures, les relevés, les ordonnances. Puis les vêtements, pliés avec une précision presque militaire. Et puis, à midi, j'ai trouvé la note. Une petite feuille coincée sous un bol, griffonnée au crayon. Ne jette rien du placard de la cave, surtout pas la boîte. La boîte. J'ai senti mon estomac se serrer, sans savoir pourquoi. Comme si mon corps avait compris avant ma tête. La cave de Claire était au sous-sol, au bout d'un couloir humide. L'ampoule y pendait comme un fruit malade. Je suis descendue lentement. Chaque marche grinçait, chaque pas semblait réveiller quelque chose. En bas, l'air était plus froid. Ça sentait la terre, le carton mouillé, la rouille. J'ai trouvé son placard, une porte métallique légèrement déformée. J'ai tourné la clé, le mécanisme a protesté, puis s'est ouvert. À l'intérieur, des cartons étiquetés, des bocaux vides, une vieille valise. Et tout au fond, presque cachée derrière des bouteilles poussiéreuses, une boîte en fer. Une boîte à biscuits, bleue, délavée, avec des fleurs presque effacées. Je l'ai prise. Elle était lourde, pas la lourdeur du métal, la lourdeur d'un secret. Sur le couvercle, il y avait une fine couche de poussière. J'ai passé mon doigt dessus et j'ai laissé une trace nette, comme une griffure. J'ai eu l'impression de profaner quelque chose. Je l'ai ouverte. Le bruit du couvercle,
Ce petit crissement sec a résonné dans la cave comme un coup de fouet. À l'intérieur, il y avait d'abord des lettres, des enveloppes jaunies, certaines non ouvertes, d'autres refermées sans timbre, sans adresse. L'écriture de Claire, encore. Par endroits, l'encre avait bavé comme si elle avait écrit en pleurant ou dans une pièce trop humide. Et puis, en dessous, un objet a accroché la lumière. Une bague. Je l'ai reconnue immédiatement, avant même de la toucher. Mon alliance, son or pâli. La petite rayure sur le bord, celle qu'il avait faite le jour où il avait cogné la main contre la rambarde du bateau. Le monde a basculé, mais sans fracas. Juste un glissement, comme une vague qui vous emporte sans vous prévenir. Je suis resté immobile, la main suspendue au-dessus de la boîte, incapable de respirer. Ce n'était pas possible. S'il avait disparu en mer, s'il avait été avalé par la nuit de Noël, comment son alliance pouvait-elle se trouver là, dans la cave de Claire, 20 ans plus tard, dans une boîte à biscuits? J'ai voulu refermer, j'ai voulu fuir. Mais une autre chose est apparue, coincée sous les lettres. Une carte d'identité ancienne, cornée, presque effacée, au nom d'un homme que je ne connaissais pas. Sauf que la photo, je la connaissais. Le même regard, la même ligne du nez, la même bouche fermée comme un verrou. Mon mari, sous un autre nom. J'ai senti une chaleur monter dans ma gorge, pas des larmes. Quelque chose de plus violent, une nausée peut-être, un goût de fer. Dans cette cave humide, je n'étais plus une veuve, je n'étais plus une femme digne. J'étais une femme à qui on venait de rendre son mort, vivant, mais volé. Et Claire n'était plus seulement mon amie. Elle était, au minimum, celle qui savait. Au pire, celle qui avait gardé le secret comme on garde un couteau dans la manche. Je me suis assise sur une caisse en bois, la boîte sur les genoux, le couvercle ouvert comme une plaie. La mer, finalement, n'avait rien rendu. C'était Claire qui venait de tout rejeter sur le rivage. Et moi, je n'avais plus le droit de faire semblant de ne pas voir. Je n'ai pas appelé la police. C'est la première chose qui surprendrait ceux qui aiment les histoires simples, celles où l'on crie, où l'on accuse, où l'on frappe aux portes des commissariats avec des preuves dans un sac. Mais je n'étais pas une femme de scène, et surtout, je connaissais la mer. La mer vous apprend une règle qui vaut aussi pour les hommes. Quand quelque chose a disparu, on ne le ramène pas en hurlant. On le ramène en lisant les traces, en observant le courant, en comprenant où cela a dérivé. Je suis remontée de la cave avec la boîte serrée contre moi. Je l'ai posée sur ma table, au milieu de ma cuisine, comme si je déposais une bombe silencieuse. Puis j'ai fait un café. Un geste absurde, mais nécessaire. J'avais besoin d'un rituel pour empêcher ma tête de se fendre. J'ai relu les lettres de Claire une à une. Beaucoup n'étaient que des tentatives, des phrases qui commencent par « je n'ai pas eu le courage » et qui finissent en blanc, des confessions sans issue. Dans certaines, elle le tutoyait. Dans d'autres, elle l'appelait « monsieur » comme si elle essayait de remettre une distance entre eux. Et au milieu, un détail administratif m'a frappé. Un numéro griffonné au crayon au bas d'une page. 15 chiffres, alignés, presque machinalement. Un numéro de sécurité sociale. La France aime les numéros. Ils sont plus fidèles que les serments. J'ai compris que si ce numéro respirait encore quelque part, alors l'homme que j'avais enterré respirait aussi. Je n'avais pas d'accès, pas de magie, pas de contact secret. J'avais seulement ce que j'avais appris en vivant avec un capitaine, la patience et la méthode. J'ai commencé par les choses simples, les archives, les papiers, les vieux classeurs, les courriers de l'époque. Je savais qu'après une disparition, les procédures avaient suivi leur cours, procès-verbal, puis décision de justice, puis pension, puis fermeture du chapitre. Tout était propre, trop propre. Alors j'ai cherché là où la propreté craque toujours, dans les détails. J'ai retrouvé dans un tiroir un ancien relevé bancaire de 2006, presque illisible. J'ai suivi les lignes, les montants, j'ai noté les établissements, et j'ai repéré une chose étrange. Un petit mouvement récurrent, minuscule, sur un compte qui aurait dû être immobile, comme une respiration légère. Un prélèvement d'assurance, toujours au même moment. Une cotisation, une trace. Je ne savais pas encore si c'était une erreur, une inertie administrative, ou une main qui continuait d'actionner un levier. Alors j'ai fait ce que font les femmes quand elles n'ont plus le luxe d'être naïves. Je suis allée à la banque. J'ai demandé à voir un conseiller,
calmement, comme une veuve qui a juste besoin d'un renseignement. J'ai souri. J'ai utilisé les mots qu'on respecte. Succession, justificatif, dossier. On m'a répondu avec la froideur polie des guichets. Madame, sans mandat, sans procuration, sans jugement, nous ne pouvons pas. Je connaissais ce refrain, mais j'ai obtenu autre chose, un regard. Un léger changement dans le ton, une prudence. Quand on refuse trop vite, c'est qu'on a peur de confirmer. Je suis sortie sans insister, sans me trahir. Je n'avais pas besoin d'une réponse ce jour-là. J'avais besoin d'une certitude intime. Il existait une zone grise et j'étais tout prêt. Le soir, chez moi, j'ai étalé sur la table ce que j'avais. La carte d'identité au nom inconnu, le numéro de sécurité sociale, les lettres, l'alliance. J'ai pris une feuille blanche. J'ai tracé des flèches, des dates, des lieux. Et là, comme un vieux réflexe de femme de marin, j'ai pensé au sud. Parce qu'un homme qui fuit le nord, fuit aussi le froid, le jugement des ports, la mémoire des tempêtes. Il fuit vers un endroit où l'on ne connaît pas son histoire. La Côte d'Azur, la chaleur, les rues où personne ne vous demande d'où vous venez, où l'on peut devenir un autre sans avoir l'air de mentir. J'ai ouvert un atlas, un vrai, en papier. J'ai posé mon doigt sur la France comme on pose un doigt sur une carte marine, et j'ai compris que ma vie venait de changer de cap. Je n'allais pas chercher un fantôme pour le ramener. J'allais le chercher pour savoir si pendant 20 ans, il avait respiré pendant que nous apprenions à vivre sans lui. Je suis partie sans le dire à mes enfants. C'est terrible à écrire à mon âge, mais je savais que si je prononçais ne serait-ce qu'une phrase, si je laissais passer une seule hésitation dans ma voix, ils devineraient que le socle tremblait. Or, je n'avais pas encore décidé si je voulais le fissurer ou simplement le regarder de près. J'ai prétexté une fatigue, un besoin d'air, quelques jours au soleil pour mes rhumatismes. Un mensonge facile, presque banal. Les mères ont ce talent-là. Elles inventent des raisons acceptables pour cacher des douleurs inacceptables. Dans mon sac, il n'y avait pas grand-chose. Un pull, une brosse, mes médicaments et la boîte en fer enveloppée dans un torchon, comme si je transportais une preuve vivante, comme si le métal pouvait brûler. Le train m'a emporté vers le sud avec une douceur indécente. Les paysages changeaient, la lumière se réchauffait, l'air devenait moins dense. C'était presque insultant. Cette France qui s'étire et s'allège pendant que moi je me chargeais. Je suis descendue dans une petite ville du bord de Méditerranée, un endroit où les volets sont clairs, où les gens parlent fort, où l'on sent le café même dans les ruelles. Rien à voir avec la gravité de Saint-Malo. Ici, la mer est belle, elle se donne, elle ne menace pas, elle n'a pas le même visage. Je l'ai vue pour la première fois, de loin, depuis une terrasse. Je n'ai pas reconnu un capitaine, j'ai reconnu un homme assis, légèrement voûté, dans une chemise en lin, les cheveux plus rares, la peau plus tannée, les mains encore. Ces mains-là, je les aurais reconnues entre mille, parce qu'elles avaient serré les miennes au tribunal, au port, devant les enfants. Il portait des lunettes, il riait comme quelqu'un qui n'a pas de tombe à visiter. Et face à lui, une femme simple, sans éclat particulier, qui lui parlait avec une familiarité tranquille. Elle posait sa main sur son avant-bras, comme on pose une main sur une table qu'on connaît par cœur. Je suis restée immobile, derrière mon verre d'eau, comme si j'avais peur que le simple fait de respirer le fasse se retourner. Il ne s'est pas retourné, et c'est là que la vérité m'a frappée. Pas celle de la trahison, non, une autre vérité, plus cruelle encore. Il n'avait pas fui un danger, il n'avait pas fui la police, il n'avait pas fui une guerre, une dette, un secret immense. Il avait fui l'image de lui, chez nous, au nord, l'homme parfait, le capitaine irréprochable, l'époux droit, le père héroïque. Il avait fui ce costume que j'avais aimé et exigé. Je l'ai compris en le voyant boire son café doucement, en regardant la mer sans tension comme un homme qui n'attend plus rien d'elle. Le capitaine que j'avais épousé vivait dans ma maison, sur mes murs, dans les yeux de mes enfants. Celui-là, devant moi, était un homme qui avait choisi d'être petit pour respirer. Ce constat a provoqué en moi une colère brûlante, mais aussi une onde glacée. Parce que soudain, mon propre travail de veuve, mon monument, mes 20 ans de dignité, se sont révélés être une prison que j'avais bâtie avec amour. Je n'ai pas bougé, je ne suis pas allée à sa table, je ne suis pas entrée dans sa vie,
Je l'ai suivi de loin, comme on suit une silhouette sur un quai, sans faire de bruit. Il s'est levé, a payé, a salué la serveuse. Il a marché dans une rue étroite où pendait du linge. Il s'est arrêté devant une vitrine, une librairie. Il a ouvert la porte, a fait tinter une clochette. Et pendant une seconde seulement, j'ai vu son dos disparaître dans un lieu de papier et de calme. Mon mari, celui qui commandait la mer, vendait des livres. J'ai senti quelque chose céder en moi, pas comme un effondrement, plutôt comme une couture qui lâche après avoir trop tenu. Je voulais le haïr. Je voulais lui cracher sa lâcheté au visage. Je voulais lui montrer l'alliance, la fausse carte, les lettres de Claire, et lui dire « Regarde ce que tu as fait ». Mais je ne l'ai pas fait, parce que ce jour-là, la douleur la plus violente n'était pas qu'il ait refait sa vie, c'était qu'il avait l'air apaisé. Et moi, j'étais restée au nord à jouer la statue. Je me suis assise sur un banc, à l'ombre d'un mur chaud. Je tenais mon sac contre moi comme on tient une enfant. Et j'ai compris que la scène la plus importante n'allait pas se passer entre lui et moi. Elle allait se passer en moi. Et qu'elle déciderait de tout ce qui suivrait. Je ne l'ai pas affronté. C'est étrange comme on croit toute sa vie qu'on saura quoi faire le jour où l'on tiendra enfin la vérité entre ses mains. Et puis quand ce jour arrive, on découvre qu'on ne tient pas une vérité. On tient un tremblement. Je suis restée dans cette ville du Sud 3 jours. 3 jours à marcher lentement, à m'asseoir à distance, à regarder sa vie comme on regarde une scène derrière une vitre. Je le voyais ouvrir sa librairie le matin, tirer le rideau métallique, disposer les livres sur une table. Je le voyais parler aux clients avec cette patience qu'il n'avait jamais eue avec moi. Je le voyais rentrer le soir sans un regard derrière lui, comme un homme enfin débarrassé. Et moi, je me découvrais autre. Je n'étais pas venue pour réclamer un amour. Je n'étais pas venue pour mendier une explication. J'étais venue pour décider, dans le secret, de ce que je ferais de ce pouvoir. Car oui, c'était un pouvoir. Ce que j'avais dans mon sac, c'était pas seulement une alliance, c'était une arme légale, sociale, morale. S'il avait été déclaré mort, s'il avait laissé l'État payer, s'il avait laissé une pension couler, s'il avait laissé une décision de justice sceller un décès, alors ce qu'il avait fait portait un nom. Et la France, quand elle donne un nom à une faute, sait ensuite punir. Fraude à l'assurance, escroquerie, fausse identité. Je le voyais déjà. Le scénario que tant de gens adorent. Le scandale, la police, les titres dans les journaux locaux, les enfants apprenant d'un coup que leur héros n'était qu'un fuyard. Les voisins de Saint-Malo se régalant, les langues s'aiguisant comme des couteaux. Et moi devenant la veuve ridicule, la femme dupée, celle à qui l'on dira « Comment n'avez-vous rien vu ?» La vérité a ceci de cruel. Elle ne détruit pas seulement le coupable, elle détruit aussi la maison qui l'a abrité. Sur un banc, face à la mer douce du Sud, j'ai pesé ma propre humiliation contre le cœur de mes enfants. Parce que mes enfants, ils ne méritaient pas ça. Ils avaient construit leur vie sur une image. Oui, mais une image qui les avait portés. Ils avaient grandi en visant haut, en travaillant dur, en se tenant droit, parce qu'ils croyaient venir d'un homme droit. Leur retirer cela, à 40 ans passés, ce n'était pas rendre justice. C'était brûler leur enfance une seconde fois. Et puis, il y avait moi. Je ne voulais pas que mon dernier rôle sur cette terre soit celui d'une femme en colère qui fait exploser tout ce qu'elle a patiemment tenu ensemble. Je ne voulais pas devenir un fait divers. Je ne voulais pas qu'on me regarde comme on regarde une pauvre vieille dame à qui la mère a volé non seulement un mari, mais le bon sens. Alors, j'ai compris ce que j'étais devenue, malgré moi. Après 20 ans de deuil, une reine sans couronne, pas la reine des bijoux et des salons, non, la reine des silences. La reine de ce qui ne se dit pas, mais gouverne tout. Je n'avais pas besoin de le confronter pour le juger. Je n'avais même pas besoin de le voir pleurer. La vraie vengeance, celle qui ne salit pas, ne fait pas de bruit. Elle consiste à regarder l'autre vivre, en sachant ce qu'il vous doit et en choisissant de ne rien réclamer. C'était pas du pardon. Le pardon, c'est une main tendue. Moi, je ne tendais rien. Je me contentais de retenir. Retenir la vérité comme on retient une vague avec un barrage. Retenir l'effondrement. Retenir le scandale. Retenir la honte pour que mes enfants ne soient pas emportés. La 3e nuit, dans ma chambre d'hôtel, j'ai posé la boîte sur le lit.
J'ai ouvert le couvercle. J'ai regardé l'Alliance longtemps, comme on regarde une étoile morte dont la lumière arrive encore. Et j'ai murmuré, sans colère, presque avec une fatigue immense. Tu as choisi ta vie, j'ai choisi la mienne. Le matin du 4e jour, je suis passé devant sa librairie. De près, cette fois. J'ai vu ses mains disposer des livres, j'ai entendu sa voix dire bonjour. Il n'a pas levé les yeux. Il ne m'a pas reconnu. Et j'ai senti à cet instant quelque chose de froid et de stable en moi, une certitude. Je pouvais le faire tomber, je pouvais le détruire, mais je n'avais plus besoin de le détruire pour me relever. Je suis reparti vers le nord avec cette décision dans le ventre. Lourde, mais étrangement lumineuse. Il me restait encore une chose à comprendre. Claire. De retour à Saint-Malo, la mer m'a accueilli comme si je n'étais jamais parti. Même odeur, même vent, même indifférence. La maison aussi était la même, mais moi je ne l'étais plus. Je n'ai rien dit aux enfants. Je leur ai parlé de soleil, de fatigue, de promenade. Je les ai écoutés raconter leur quotidien, leurs soucis, leurs petites victoires. Je souriais au bon moment. Je posais les bonnes questions. J'étais redevenue cette mère solide, cette veuve impeccable. Et le soir, quand la porte se refermait, je sortais la boîte. Je la posais sur la table, comme on pose une vérité qu'on ne sait pas encore apprivoiser. Je n'ouvrais pas toujours. Parfois, je restais seulement là, à la regarder dans le silence, jusqu'à ce que le tic-tac de l'horloge devienne insupportable. Puis j'ai compris que mon dernier adversaire n'était pas lui. C'était Claire. J'ai repris les lettres une à une. Cette fois, je ne les ai pas lues comme des mots, je les ai lues comme des gestes. Je cherchais ce qu'elle n'osait pas écrire. Je cherchais la personne derrière l'encre. Il y avait, dans la plupart de ces pages, une tension terrible, une lutte entre l'envie de révéler et la peur de tuer. Et puis, au fond de la boîte, j'ai trouvé une enveloppe différente, plus épaisse, fermée avec soin. Sur le devant, mon prénom, écrit avec une netteté étrange, comme si Claire s'était forcée à être lisible. Je l'ai ouverte lentement, une longue lettre, pas une confession fragmentée, pas un brouillon, une lettre construite, tenue, comme si elle avait accepté de payer le prix de la vérité. Elle commençait sans détour. Je te dois une explication. Peut-être que je te dois davantage, mais je n'ai plus le temps pour davantage. Je lisais et mes doigts devenaient froids. Claire racontait la veille de la tempête de 2005. Mon mari était venu la voir, pas chez nous, chez elle. Il avait parlé comme un homme au bord de l'asphyxie. Il avait dit qu'il n'en pouvait plus, pas de la mer, de l'image, de l'exigence, de cette perfection qu'il portait comme une armure trop lourde. Et Claire avait écouté. Je l'ai entendue à travers ses phrases, retenir son souffle, peser chaque mot. Elle écrivait qu'elle l'avait aimé, non pas comme on trahit une amie, mais comme on aime un homme en détresse, un frère, un être humain qui ne sait plus comment respirer. Elle écrivait aussi qu'elle l'avait jugé, car il lui avait annoncé son plan, disparaître, se faire passer pour mort, laisser derrière lui une femme, 2 enfants, et l'État qui paierait et le port qui pleurerait, pendant qu'il recommencerait ailleurs. Claire disait qu'elle avait refusé, qu'elle avait crié, qu'elle avait supplié, qu'elle l'avait traité de lâche, et que lui avait répondu quelque chose d'une simplicité effroyable. Je préfère être lâche vivant que héros mort. Puis venait la partie la plus difficile à lire. Claire avait compris que s'il partait, il ne reviendrait plus. Et si la vérité éclatait, elle détruirait tout ce que j'avais encore, la dignité, les enfants, le mythe qui me tenait debout. Alors elle avait fait un choix. Elle avait gardé l'alliance. Elle avait gardé la fausse identité qu'il avait préparée. Elle avait gardé les lettres, les traces, les preuves, non pour le protéger lui, mais pour nous protéger. Nous. Je suis devenue le coffre-fort de ton mensonge, écrivait-elle, et je me suis punie moi-même en vivant avec. Elle ajoutait qu'il avait tenté de revenir, une fois, des années plus tard. Pas pour se rendre, pas pour réparer, mais pour reprendre ce qui lui appartenait. Les papiers, les preuves. Claire avait refusé encore. Elle avait préféré passer pour dure, pour froide, pour coupable, plutôt que de le laisser réécrire l'histoire à sa façon. Et puis cette phrase qui m'a coupé les jambes. Je t'ai empêché d'apprendre la vérité parce que je ne voulais pas que tu meures en la découvrant. Je sais que c'est violent, mais je n'ai pas su faire autrement. Je suis restée assise longtemps, la lettre sur les genoux.
Le silence de la maison était épais. J'entendais au loin le vent frapper les volets comme un vieux rappel. Alors, contre toute attente, je n'ai pas ressenti de haine. J'ai ressenti une fatigue immense et une tendresse douloureuse. Claire s'était condamnée elle-même. Elle avait porté une faute pour empêcher une autre faute de nous écraser. Elle avait été la méchante en secret pour préserver la figure du saint dans ma maison. 2 femmes, prises dans la lâcheté d'un homme. Et je me suis surprise à murmurer comme si elle était là. « Je te pardonne, Claire. » Pas parce que ce qu'elle avait fait était juste, mais parce que je comprenais enfin que son silence n'était pas une trahison légère. C'était un sacrifice. Le lendemain, j'ai dressé la table. C'était un dimanche, un de ces dimanches où la lumière reste grise au-dessus de Saint-Malo, où l'on sent que l'hiver n'a pas fini de mordre. J'ai sorti ma plus belle nappe, celle que je gardais pour les anniversaires et les retours au pays. J'ai posé les assiettes avec lenteur, non par maniaquerie, mais pour écouter ce que je faisais. Chaque geste devait être conscient comme une cérémonie. Mes enfants sont arrivés avec du bruit, des manteaux mouillés, des sacs, des rires un peu fatigués. Ils m'ont embrassé, ils m'ont demandé si j'allais mieux, si le Sud m'avait fait du bien. Je répondais oui, bien sûr, avec cette voix stable que j'ai perfectionnée pendant 20 ans. On a mangé, on a parlé des petites choses, du travail, des factures, des voisins, de la pluie qui n'en finit pas. Les conversations roulaient comme des galets polis. Et, au milieu du repas, l'un d'eux a prononcé son nom, comme toujours, avec une fierté tranquille. Papa aurait aimé ça, cette table. Il aimait quand tu faisais simple. J'ai senti l'ancienne brûlure se lever, puis retomber. Avant, ce genre de phrase me transperçait. Aujourd'hui, elle a simplement glissé sur moi, parce que je savais, et que savoir, étrangement, enlève une partie du poison. Je leur ai raconté une histoire de lui. Une histoire vraie et pourtant différente. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas dit qu'il était parfait. Je n'ai pas dit qu'il était un saint. Je l'ai décrit comme un homme de mer capable, courageux, oui, mais aussi silencieux, enfermé dans sa propre image. Je l'ai raconté avec une petite nuance dans la voix, une nuance que seuls les adultes perçoivent quand ils ont vécu assez longtemps. Ils ont hoché la tête, ils ont souri, ils n'ont rien compris, et c'était bien ainsi. Quand ils sont repartis, la maison a retrouvé son calme. J'ai lavé les assiettes, j'ai essuyé le plan de travail, j'ai rangé la nappe, et quand tout a été à sa place, j'ai pris la boîte. Je l'ai ouverte une dernière fois. L'alliance était là, posée comme un œil. La fausse carte d'identité aussi. Les lettres de Claire, maintenant relues, maintenant digérées, comme on digère une vérité trop forte. Je n'ai pas tremblé. J'ai refermé la boîte et je l'ai portée jusqu'à la mer. Il faisait froid. Le vent me coupait les joues. Les vagues au pied des remparts s'écrasaient avec cette violence régulière qui ressemble à une respiration contrariée. Je me suis avancée jusqu'à un endroit où l'eau venait lécher les pierres, un endroit que je connaissais, un endroit où j'avais attendu, 20 ans plus tôt, un signe. J'ai sorti l'alliance. Elle était plus légère que dans mon souvenir, ou peut-être que c'était moi qui étais devenue plus lourde, plus ancrée. Je l'ai tenue entre 2 doigts. Je n'ai pas prié, je n'ai pas insulté, je n'ai pas pleuré. Je lui ai simplement parlé, tout bas, pour moi. Tu n'es pas mort quand la mer t'a pris, tu es mort quand j'ai cessé de te croire. Puis j'ai lancé l'alliance. Le petit cercle d'or a décrit une trajectoire brève, presque élégante, avant de disparaître dans l'eau noire. Aucun bruit distinct, juste une vague qui avale et qui continue. Je suis restée là quelques secondes, à regarder l'endroit où elle avait coulé. Et j'ai compris mon choix jusqu'au bout. Je garderai le secret, pas pour lui, pas pour la légende, mais pour mes enfants. Je garderai ce silence comme on garde une digue, non par faiblesse, par souveraineté. Parce qu'au fond, c'est cela que la mère m'a appris, après toutes ces années. Les hommes pensent qu'ils choisissent leur destin, mais ce sont souvent les femmes qui décident ce qui sera raconté et ce qui restera au fond. Et tandis que le vent fouettait mon visage, j'ai senti une paix étrange, une liberté sèche, presque ironique. On ne me volerait plus rien. Pas même la fin de mon histoire. Il y a des histoires qui parlent de trahison et d'autres qui parlent de pouvoir. Celle-ci parle des deux, mais surtout d'un pouvoir discret, presque invisible, celui de choisir ce que l'on fait de la vérité quand elle arrive trop tard pour réparer quoi que ce soit.
Cette femme n'a pas gagné en dévoilant, elle n'a pas triomphé en humiliant, elle a gagné en décidant. Décider de ne pas faire exploser ce qui tenait encore debout. Décider de porter un secret non comme une honte, mais comme une digue. Décider que la justice n'est pas toujours dans le bruit et que la paix n'est pas toujours dans la vengeance. La vie nous place parfois devant des vérités qui n'ont plus d'utilité immédiate, sauf celle de nous transformer intérieurement. Que fait-on alors? Cherche-t-on à punir pour soulager sa colère ou à protéger pour préserver ce qui compte encore? Est-ce que tout dire est toujours un acte de courage? Ou bien le courage, parfois, consiste-t-il à se taire en pleine conscience? Combien d'entre nous portent un secret qu'ils n'ont pas choisi, mais qu'ils ont décidé de garder? Combien ont compris trop tard qu'un mensonge pouvait aussi être une protection et qu'une vérité pouvait devenir une arme contre ceux qu'on aime? Et vous, si vous découvriez aujourd'hui une vérité capable de bouleverser votre famille, votre passé, votre image, que feriez-vous? La diriez-vous pour vous libérer ou la garderiez-vous pour protéger? Y a-t-il dans votre vie un silence que vous avez choisi par amour, par peur ou par sagesse? Si cette histoire vous a touché, racontez-nous la vôtre. Les petites décisions silencieuses façonnent souvent les plus grandes destinées. There you go, you can see it there. And then it just says 30, woman, straight, 5'7", Liverpool, and I drink. I work in marketing, and it says short-term relationship open to long. Maybe need some microdose Bumpatina to be more interesting. I tried. We went on 4 dates and we had lots of pints together. And then I have a guess where this photo was taken. Boy, does she drink, yeah. Guess where this photo was taken, and it's a picture of me in Lisbon. I get lots of compliments on my eyes when I'm on dates with people, or like when I've been dating them, but none of my pictures have my eyes in, so I added that for that specific reason, because you can see what my eyes look like in it. And then caught in the act, and it's a little video, a little flirty fit check from Lisbon of me in a very, very short dress. I have very broad shoulders in that picture. There you go. The key to my heart is making me snort laugh. I do get a lot of people telling me really shit jokes off that. And then help me identify this photo bomber, which is me in Greece last year. Shuma has thighs, by the way. Shuma has whole ass legs. And then the prompt there, I'd fall for you if you can suggest a really good old man pub. That's my most popular prompt. That's the one that I get the most replies. Yeah, they're new, Proto. Yeah, I quite like the video because I think you can get a bit more of an idea of someone's vibe. And then it says, are you a cat person because? And it's a video of me and Chew, so people know that I have a dog. There you go. And then the final photo just says you had to be there. And it's a photo of me with a pint of Jubal because I want everyone to know that I drink pints. I like pints, I'm a real man. I only dated pre-apps. Before I was recently single, I had never dated on apps before. I've had a bit of a crash course. Was Liverpool loud last night? I was home. Rank. Why are you asking as if you know I'm in Liverpool? You're concerning me slightly, Rank. Could you please explain yourself? Kate! Hi, babes! Hello there! We play rape tennis, baby! We love Kate. Have these. Oh, Kate. Hi, sweetness. Love of my life, light of my moon. Like, how do you know I'm in Liverpool, though? That's what's freaking me out. Fancy raid. Fancy ass raid. Hi, Kate. Guys, please go click that heart. If you don't know Kate and you don't follow her already, click that heart right now and tell me that you've done it and I'll give you a kiss. All right? I love Kate. Kate is one of my favorite people on Twitch. Kate, I am truly blessed to have met Kate through Twitch. She adds
infinite value to my life in so many ways. I utterly adore her, so please give her a follow. And her stream's really good, and she puts a lot of effort into it. So you should reward her by going and giving her a follow. Hi, Benj. Hi, Dibs. Hi, Tom. Hi, Sponge. Hi, Babe. Hi, Sarah. Hi, everyone. Please follow me because I base my self-worth on followers. Thank you. Hi, Orange Paul. Welcome in. I didn't even Liverpool. They had a huge game last night, and I'm still hurt by the loss. Okay, Rank. I don't really know what's going on here. I've missed you too, Sponge. Paul. Oh my god, we know Paul. Hi, Paul. Hi, Paul. Welcome in. I clicked it on follow. Okay, right. Hi, Kate. What were you doing on stream? You were just chatting. Dr. Teddy, thank you for the follow. Hi, Paul. Oh my god. Before we do any form of introductions, here is my dog. He's having a really hard day. Teddy and Paul are two of my besties. Well, hi, Kate's besties. If you're a friend of Kate's, you're a friend of mine. Like, you're my friend now. Sorry, Kate. Okay, Rank, you're really annoying me now. This is Chewy. Is he breathing? I can confirm he's breathing. He knows exactly what he's doing. Teddy, it's nice to meet you. He's got blood rushing to his head. Can't believe I share a birth month with Chewy. He's a fellow. Are you an Aries, Sponge? Call your jets, big dog. I'm gonna look. Bye, Noak. Sweet cheese. Thank you for everyone who went and followed Kate. Thank you. Kate, if you want to say nice things about yourself in chat, please do. Kate's chat. Please say nice things about Kate in chat. So my chat, go and follow Kate. And go and her.